Bonjour et bienvenue à la conférence de presse d'aujourd'hui. I'm Stephanie Levitz with the Toronto Star and I'll be moderating. I'll invite our guests to make a few opening remarks and then we'll turn the floor to questions. Go ahead, please. Staboraton notem etahik inutimot le ministre Macmillan staboratan bak buenuti de discata ni notu staboraton notum les journalistes bak ni narcomatan et la raconte qu'on avait eu ni gadi notre squati le ministre Macmillan wa traîne ni le traité pétapan non ni stotaton avec le Québec stamlendina. Donc, là, on a 40 ans qu'on est en train de négocier. Là, fait 40 ans tout ça avec d'autres communautés. Mais on est 3 communautés au groupement Pétapan. Présentement, on est avec le chef Gilbert Dominique Masterias, puis le chef des CIPIT, Martin Dufault, Manine Réalité chef de la communauté Natashwan. Alors, nous sommes depuis les membres des 3 communautés pour avoir soit une entente sur le traité. Nous sommes l'un donc, depuis le 31 mars, nous avons européen avec les fédérales. On a bien content que depuis le 31 mars, on attend avec conclusion avec le Canada, là, de l'entente du traité et tout ça. Puis ça, l'importance aussi là, pour nos populations. Merci beaucoup. On va laisser la parole au... Oui, tout le monde. Je vais répéter un peu ce que le chef Tetot a dit en Inuimun. Vous savez, on négocie maintenant depuis 40 ans. On a signé une entente de principe en 2004. Ça fait maintenant 20 ans qu'on négocie sur la base de cette entente-là. On avait un échéancier qui était le 31 mars. On est très content de vous annoncer aujourd'hui qu'on s'est entendu avec le fédéral sur un projet de traité, mais que le Québec nous demande encore un peu de temps. On se demande pourquoi. Aujourd'hui, on est accompagné du ministre Miller pour interpeller le premier ministre du Québec. On aimerait ça avoir une rencontre. Vous savez, durant la campagne électorale du Québec, il avait annoncé qu'il y aurait un projet de traité d'ici le 31 mars dernier. Fait qu'on aimerait ça que cette parole-là soit respectée par le premier ministre. On demande une rencontre formelle avec lui aujourd'hui. Fait que je vais laisser la parole à la chef Dominique pour la suite. Alors, ce que nous avons voulu faire aujourd'hui, c'est aussi de confirmer que le train est actuellement en marche et que nos 3 Premières Nations vont amorcer un processus de discussion, un processus d'information et d'échange, bien sûr, avec l'ensemble de nos membres, de nos communautés. Des activités de communication auprès des publics externes. On pense ici aux autres Premières Nations, à nos populations voisines des nôtres également, vont aussi là, être amenées afin d'accroître le réseau d'alliés et d'obtenir des appuis dans la société civile québécoise. Entre autres, il est important de faire valoir que la mise en œuvre du traité, notamment de ses aspects financiers et économiques, contribuera à une nouvelle ère de prospérité et de développement, non seulement pour nos Premières Nations, mais aussi là, avec tous les membres des autres régions, pardonnez-moi, de la Côte-Nord et du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On parle d'une injection de milliards qui vont aller directement dans l'économie de nos communautés, dans l'économie par la bande de nos régions également, ce qui va créer inévitablement un effet de levier tout à fait incroyable pour nous tous, pour les régions concernées et assurément pour le Québec. Nous interpellons donc aujourd'hui le gouvernement du Québec et son premier ministre à se conduire de façon honorable envers nos Premières Nations et à finaliser cette négociation dans les prochaines semaines. Actuellement, nous sommes là à descendre une rivière qui va nous amener à notre objectif. L'objectif étant, bien entendu, le pouvoir d'assumer pleinement notre autonomie gouvernementale, notre autodétermination. Actuellement,
Il y a 2 canaux sur la rivière, nous et le fédéral. Il manque malheureusement un canot qui est encore sur le rivage, c'est celui du Québec. On espère au cours des prochaines semaines là, pouvoir également compter sur la collaboration, le partenariat du gouvernement du Québec là, pour enfin là, être en mesure là, de finaliser notre projet de traité. Kwekwe, hello et bonjour. D'abord, je vous remercie d'être ici. Je veux souligner d'emblée qu'on est sur le territoire algonquin non cédé, ici à Ottawa. Je tiens à remercier les chefs d'Espit, Mastéache et Natashquan, les chefs Martin Dufour, Gilbert Danick et Této d'être ici avec nous. Ce que vous ressentez aujourd'hui dans la pièce, et certainement ça se ressent dans les populations de ces communautés-là, c'est un optimisme qu'on peut avoir un traité historique, non seulement à l'échelle du Québec, mais du Canada en entier. Comme l'ont dit les chefs, ceci représente un traité qui règle plusieurs contentions juridiques dont l'historique est immensément longue et dépasse les 4 décennies de négociations. On parle de sommes et d'apports en capital, des contributions financières qui sont des plus grandes qu'on a faites à travers le Canada et certainement le plus important au Québec. Ce sont des discussions qui ont eu lieu, je dirais, de façon peut-être trop publique. Sachez que le gouvernement du Québec, le premier ministre Legault lui-même, en a fait un enjeu personnel de réconciliation. Il y avait pour la population québécoise et canadienne, il y avait lieu d'espérer que ce brin d'espoir se traduirait par des actions concrètes, c'est-à-dire, oui, le respect d'un échéancier ambitieux et agressif du 31 mars, où le Canada ferait son offre et ferait sa part, ce que lui est dû selon les termes de la Constitution et notre relation avec ces 3 communautés, mais aussi que le Québec ferait sa part. Et on a tous travaillé très fort, mais malheureusement, l'occasion de rayonner à travers le Canada, à travers le Québec, d'une entente qui serait à la hauteur, et même plus que la paix des braves, n'était pas là, le 31 mars. Alors, nous avons devant nous la situation de gens qui se sentent peut-être un peu méprisé. Et c'est très malheureux parce que cette promesse a été faite de façon très publique à la population québécoise, non seulement durant la campagne, mais durant la période de Noël et du Nouvel An. Il reste encore qu'on garde espoir aujourd'hui que le Québec va être là avec nous. J'ai reçu des assurances du ministre Lafrenière qu'il restait du travail à faire. Mais il reste que, malheureusement, contrairement à certaines autres provinces comme la Colombie-Britannique, où ce genre de processus est institutionnalisé, où le caractère personnel de l'enjeu est moins important, ça va prendre l'intervention directe du premier ministre Legault. I'll say this in English. I think we have in front of us 3 Innu chiefs from Quebec who have been working well over 40 years to sort out some really painful chapters of their history, and in fact our shared history, and come to a modern treaty with Quebec and Canada, which had and does have the potential to be one of the most important, not only in Quebec, which would be a first since the Paix des Braves in the 70s, but a first really in its scope and financial contribution in Canada. The potential for economic impacts and reconciliation is enormous, not only for the populations that these 3 chiefs serve, but for the entire, because reconciliation deals with non-Indigenous populations as well, and mostly a potential to have real economic impacts in areas that deeply need it. Negotiations like this should never really be done in public. It has the potential for a politicization of it. It should never be that case.
Prime Minister Legault, however, made this a very public commitment to the population that I serve in Quebec, to all of Canada during the electoral period, as well as during Christmas and during the New Year's, to get something done by March 31st. And we all worked hard to get there. And unfortunately, Quebec currently still has some issues to sort out. What you saw here in the last three presentations is a message of hope as well. There is a real potential for this to radiate across Canada as a real example of what a province can do when politicians are personally implicated in getting this done. And so I do think today is an opportunity to express disappointment, but also some hope that we can get to a place where we do not have Indigenous populations still subject to the Indian Act, but really are taking control of what is theirs and their inherent right to determine the future of their populations and the relationships that we entertain and have to respect with them as non-Indigenous people. So I'll conclude on those words. Again, aujourd'hui, je pense qu'il faut passer à un message d'espoir. Le Québec doit encore faire du travail pour en arriver à une détermination finale de où il veut aller. Et on a cet espoir, mais aujourd'hui, c'est aussi un moment d'exprimer un peu encore notre désarroi et notre déception face à un Québec qui est encore intransigeant malgré les promesses très politiques, très publiques qui ont été faites durant la campagne et durant la période de Noël. Merci, Miigwech. Thank you. Merci. On a, je pense, 30 minutes pour des questions et on commence par les journalistes dans la salle. Premièrement, Shushan Bacon, APTN. Merci de nous avoir invités. Je voulais prendre le temps de parler en Innu à mes chefs de la nation Innu. Mais ma première question est à vous, Monsieur le ministre Marc Miller. Quand on parle de traité, ça touche évidemment les droits ancestraux. Tous les traités qui ont été signés dans le passé avec les Premières Nations touchent les droits ancestraux. À quel point les droits ancestraux vont être touchés dans le traité Pédaben? Merci pour la question, je sens fort importante. Dans tout traité moderne qui se doit d'être en conformité avec la Déclaration des peuples autochtones sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies, le respect de ces droits ancestraux est une pièce des plus importantes. Et donc, sans encore poursuivre sur cette lancée de négociations en public, je pense qu'il faut affirmer très haut et très fort que ces traités ne visent pas l'extinction de ces droits, mais bel et bien l'affirmation de ces droits, à commencer avec le droit d'autodétermination, qui est un droit fondamental à tout peuple, un droit qui est inhérent. C'est aussi l'occasion de régler des torts historiques qui ont été causés, qui sont documentés, qui sont très évidents dans les répercussions économiques socio-économiques que ressentent à ces jours ces communautés, mais aussi de tisser les éléments dans un traité qui est vivant, qui est un arbre et qui s'épanouit selon les saisons, selon les années, notre relation entre peuples. Et donc, c'est très vif pour les chefs. Je ne veux pas parler pour eux et pour votre population, mais c'est l'occasion de faire les choses différemment dans le contexte d'une loi sur les Indiens qui vous a été imposée, qui est injuste et qui est raciste. Est-ce que je peux poser une deuxième question? Ah ben, à vous. La nation Huron est allée en Cour suprême concernant ses terres et le traité Pédaben touche les terres de la nation Huron-Wendat. Quelles sont ou à quoi ressemblent les discussions que vous avez avec la nation Huron-Wendat, Monsieur le ministre? C'est pas sans vous cacher qu'il y a des discussions très vives parfois entre les deux communautés. Je ne veux pas parler en public de l'état des négociations, c'est-à-dire comment on a su régler cet enjeu très épineux de chevauchement qui existe, notamment dans la partie sud-ouest, avec toute l'imposition
du gouvernement fédéral et provincial dans le temps qui a fait en sorte d'exacerber ces griefs. Mais sachez que nous aurons toujours des discussions très ouvertes et franches avec la nation huronne et j'ai espoir qu'on puisse concilier ce qui est pour l'instant, oui, une dispute qui parfois devient très publique, mais dans le plus grand respect d'une partie qui n'est pas dans la pièce. Je ne m'avancerai pas plus là-dessus, mais c'est toujours en parlant à la table de négociation puis en se parlant entre peuples. Y a-t-il des autres questions dans la salle? Juste un moment. OK. Mylène? Bonjour, Mylène Crête de la presse. J'aimerais savoir où est-ce que ça bloque avec le gouvernement du Québec? Là, je sais que vous vouliez un bloc d'électricité de 500 mégawatts, si je ne me trompe pas. Puis il y avait aussi que les compagnies forestières, vous avez, là, vous travaillez en collaboration avec elles là, sur votre territoire. Donc, est-ce que c'est toujours ces deux éléments-là? Oui. Bon, nous sommes, honnêtement, on n'a pas de blocage à ce moment-ci avec le gouvernement du Québec, tout simplement parce qu'on est en attente de leur réaction, de leurs propositions suite là, au dépôt de nos propositions. OK? D'où vous parlez effectivement là, d'une possibilité là, d'actualiser le régime qui avait été convenu en 2004, là, le chapitre sur la partie économique. On a proposé effectivement quelques scénarios parce qu'on s'est rendu à l'évidence inévitablement qu'après 20 ans de négociations, à partir de l'entente de principe, il y a eu des changements significatifs là, dans nos régions. Le développement s'est continué là, à se faire, là, assurément. Donc, nous, on a voulu, bien entendu, là, de venir actualiser ça. Puis en même temps, là, trouver des solutions là, pour s'assurer qu'on garde toujours là, un traité là, en équilibre. Donc, il y avait cette dimension-là. Donc, oui, effectivement, on est en attente du Québec là, sur un retour là, sur deux éléments précis. La question financière qui comprend bien sûr les compensations pour des dommages passés au niveau des installations énergétiques sur nos territoires. Et l'autre élément, c'était également ce qu'on appelle là, dans notre jargon le deal économique qui comprend bien entendu là, des propositions en mégawatts, des propositions sur le plan de la forêt, d'autres propositions comme celui-là d'envoyer un signal clair, là, pour ne pas dire obligatoire, aux différentes forestières de convenir de ce qu'on pourrait appeler d'entente à long terme avec les Premières Nations. Il y a une ouverture de la part du Québec pour les mines, pour le développement énergétique, mais il y avait de la résistance au niveau de la forêt. Donc, on a proposé certains scénarios, puis ce qu'on attend, c'est bien entendu là, un signal là, du Québec là, qu'ils s'entendent être au rendez-vous. Donc, présentement, les signaux qu'on a, s'il n'y a pas de blocage nécessairement, ce qu'on a besoin, c'est effectivement là, que ceux-ci puissent là, revenir à nous déposer les dernières offres là, pour avoir une discussion là, honorable là, pour la suite des choses. Donc, si je comprends bien, vous interprétez ce silence-là comme le fait que le gouvernement prend un petit peu plus de temps que prévu. C'est pas une fin de non-recevoir. C'est pas une fin de non-recevoir. On nous dit qu'ils ont besoin de temps pour comprendre, on nous utilisait même des termes comme absorber le projet de traité là, à ce moment-ci. Donc, on comprend là, qu'il y a un sérieux exercice de communication et d'information à l'interne. Pourtant, on est rendu là 20 ans plus tard. Nous, on se dit, regardez, est-ce que c'est ça l'enjeu? Est-ce que ça cache d'autres enjeux qu'on ne nous souhaite pas nous partager? On en est là présentement parce que présentement, c'est le silence radio de la part du Québec à notre égard, malgré les dernières communications qu'on a établies avec le bureau du PM, avec le bureau du ministre Lafrenière. C'est le silence radio. Donc, comment interpréter ça? On a un peu d'incertitude là, à ce moment-ci. Donc, pour nous, c'est clair que ça prend un message là, qui va être fort du premier ministre pour honorer son engagement qu'il a pris publiquement en campagne électorale et qu'on puisse, bien entendu, là, se permettre de venir terminer la boucle comme on a réussi à le faire avec, bien sûr, le gouvernement fédéral. Guillaume? Non, c'est pas Guillaume. Jérôme. Pardon? Jérôme Guilcouture d'Espace Autochtone. En fait, là, ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est un peu la même chose que voilà un mois. C'est vous interpellez le Québec, vous voulez avoir une rencontre avec le gouvernement provincial. C'est un peu silence radio et tout. Mais vous n'avez pas eu aucune rencontre avec le Québec depuis la date butoir du 31 mars?
On a eu l'occasion de rencontrer les bras droits du premier ministre, pour nous exposer la situation. Malheureusement, nous sommes sortis de cette rencontre-là déçus, parce qu'on n'a pas fait la lumière sur la situation. On n'a pas d'indication à quel moment, effectivement, que le Québec là, entend proposer leurs dernières offres. Donc, il y a un inconnu présentement. Mais aujourd'hui, on a voulu prendre l'occasion de venir rencontrer M. Miller et qu'ensemble, là, on envoie un signal positif là, à nos populations de dire, regardez, là, après 40 ans de négociations, on a, avec le fédéral, conclu un accord. Nos négociateurs se sont entendus, sur le plan politique, on s'entend très bien. Donc ça, c'est de l'espoir qu'on va envoyer à nos populations. Et en même temps, par la bande, on souhaiterait effectivement là, que le Québec mette leur canot à l'eau pour venir nous rejoindre également, là, parce qu'inévitablement, si on veut parler d'un traité honorable avec l'ensemble des acteurs, inévitablement, le Québec doit être au rendez-vous. Donc, c'est un petit peu ça qu'on voulait annoncer aujourd'hui, que c'est une bonne nouvelle. Dans notre histoire, on a réussi à s'entendre avec le fédéral. C'est majeur là, comme processus, comme résultat. Donc, c'est ça qu'on a voulu, bien entendu, aujourd'hui mettre en lumière. Simplement pour répondre, puis je vais le dire en anglais aussi, parce que c'est important pour l'entièreté du Canada, quand les provinces le veulent bien dans ces enjeux-là, ils peuvent bien aller plus vite que nous. C'est lent, le fédéral, parfois. Puis on s'est botté un peu le cul quand on a vu le 31 mars, l'échéancier du 31 mars venir, parce que le gros de l'apport en capital, ça vient du fédéral. C'est clair qu'il y a des enjeux dans les provinces, etc. Simplement pour dire que la machinerie, règle générale, est plus lente au fédéral. Donc, quand le Québec, quand une province veut, elle le peut. Puis c'est un peu ça qu'elle nous a imposé comme échéancier, et c'est venu de façon très publique. Alors oui, j'exprime une certaine frustration, mais simplement pour dire que quand les gens le veulent, et quand la volonté le veut, la volonté, le capital politique le veut, ça se peut. Là, ce qu'on ressent moins de ces jours-ci, c'est cette volonté qui doit être, dans le contexte du Québec et de la réconciliation, un enjeu très personnel, parce que l'institutionnalisation des enjeux reliés à la réconciliation ne sont pas là au niveau de la bureaucratie, comme elles le sont dans d'autres provinces. Ça ne veut pas dire, ce n'est pas un élément négatif, c'est un constat de fait. Et donc, on a fait du travail chez nous pour se forcer, pour rencontrer ce deadline très ambitieux quand même. Et voilà que ça cale un peu. Donc, c'est ça, je pense, qu'on essaie de vous communiquer aujourd'hui. Justement, ma deuxième question s'en venait à vous, puis ça va vraiment dans ce sens-là. Donc, vous avez réussi au 31 mars à être prêt à signer une négociation, une entente et tout. Et quand on posait la question au ministre Lafrenière à ce moment-là, il disait, ben, pour le fédéral, c'est un peu plus simple, étant donné que c'est nous qui cohabitons à tous les jours avec les communautés Innu. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Les gens devraient se renseigner sur où j'habite. en tout cas, la cohabitation, franchement, c'est une excuse. Moi, j'ai le devoir fiduciaire de servir les peuples autochtones et c'est ma responsabilité. Et comme citoyen et comme particulier, j'ai le devoir d'enseigner mes enfants à cet effet-là. Puis ça, c'est un devoir qui n'a aucune compétence fédéral, provincial, c'est un devoir moral. Alors franchement, ce genre de commentaire est très facile à faire. Il reste que l'apport en capital, comme je vous l'ai dit tantôt, qui est des plus significatifs au Canada, vient largement du fédéral. On avait des enjeux en septembre dernier en ce qui a trait à la fiscalité, ce qui a été une discussion très, très, très épineuse à l'interne et à travers le Canada. Et on l'a réglé. Donc là, c'est une question de volonté, de capacité politique. I promise to repeat in English what I said the prior question, but it's tied to this. In these issues, the federal government moves generally slower than provincial governments when they really want to move. So if that is my understanding from having worked with many of them, regardless of political stripes, there is a capacity to be more nimble at the provincial level when reconciling on a number of issues that sometimes touch with natural resources and touch with other matters that have been raised today. When it comes to Quebec, this is
because there is no institutional memory, there is no muscle memory that exists, for example, in some of the processes that we have in BC. It is very personal, and it really takes the involvement of the Prime Minister, given the structure of Indigenous affairs, despite the good faith and the good relationship that we have with Yann Lafrenière, the Indigenous Minister in question. The institutional capacity and ability to move the system lies with the Prime Minister. When talking about who is closer to Indigenous peoples, I think this is a moral obligation of all people that look like me, and it is one that does not have to do with the role that I occupy, despite the fact that the role I occupy impels me to serve Indigenous peoples. So those arguments are always easy to make, but this is about political capital, political will, and the willingness to get it done and to kick your own system internally to get it done. On passe maintenant à notre collègue en ligne, and if there's time, we'll come back to the room. Veuillez utiliser la fonction lever à main si on a une question, et on attend juste une minute pour les mains. Oui, allô? Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui, mon nom est Bernard Hervieux. Je travaille pour la Société de communication Atikamekw-Montagnais. J'aurais deux questions qui doivent préoccuper le Québec, j'imagine. La plus récente, c'est l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador et le Conseil en éducation des Premières Nations ont déposé une contestation judiciaire devant la Cour supérieure du Québec à l'égard de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Ils demandent le contrôle judiciaire qui vise 14 articles de la Charte de la langue française. Est-ce que c'est une question qui peut-être le Québec recule par rapport à ça? J'ai aucune idée. Est-ce que ça affecte le traité, j'imagine, parce que la contestation, elle a été annoncée le 20 avril dernier, dont les trois bandes qui sont assis avec Miller ont supporté cette contestation. Est-ce que c'est... Ça, c'est une première question. L'autre question, c'est concernant... Excusez-moi, M. Hervieux, est-ce que vous êtes un reporter? Oui, je travaille pour la Société de communication Atikamekw. Je suis journaliste. Très... J'avais une autre question, une deuxième question peut-être avant de répondre. Le procureur du Québec entend porter en Cour supérieure du Canada la décision obligeant Québec à verser 768 000 à Mashteuiat pour augmenter le financement de son service de police. C'est juste pour vous rappeler que la Cour d'appel fédérale s'est prononcée le 15 décembre dernier en faveur de la communauté afin que le gouvernement du Canada et du Québec verse 1,6 million de dollars à la communauté et rembourse ainsi un sous-financement de la sécurité publique de Mashteuiat dont le déficit s'échelonne depuis 2013-2017. Ces deux points-là que je me pose la question, j'imagine que c'est là que le gouvernement du Québec ne va pas s'avancer, là, vu que ce n'est pas réglé encore. Est-ce que vous quatre parmi que vous êtes en avant pouvez répondre à ces deux questions en rapport avec le français au Québec ainsi que le service de police autochtone ainsi que le Québec et le fédéral? Oui, Tinashkamtan, Bernard, chef Gilbert Dominique. Alors, c'est clair que tes questions sont très, très pertinentes, mais je pense qu'on aura avantage là, à l'adresser au gouvernement du Québec pour un peu là, mieux se situer par rapport à, effectivement, là, leurs intentions, des fois un peu déplacées, par exemple, de venir porter développer des législations qui viennent là, porter
des impacts directement au niveau des Premières Nations. Donc, mais on est mal placé à ce moment-ci pour affirmer que c'est pour ces raisons, notamment que le Québec n'est pas au rendez-vous à notre table à ce moment-ci. Mais ce que je pourrais mentionner dans un contexte de traité où ça va assurément être beaucoup plus clair là, dans nos relations avec les différents gouvernements, que ce soit fédéral ou provincial, inévitablement, là, on va avoir des outils pour s'assurer qu'on a un meilleur respect des différents gouvernements lorsque ceux-ci envisagent, là, bien sûr, là, développer des lois qui pourraient avoir des impacts directement là, chez nos Premières Nations. Donc, moi, je pense qu'il y aura, bien entendu, là, le traité pourra servir de bouclier là, sur d'éventuelles menaces qui pourraient porter là, des impacts au niveau des Premières Nations. We'll come back to the room. Donc, on revient dans la salle. Shushan? Allô, OK. Je m'adresserai à vous trois. Vous parlez de population, de vouloir consulter vos populations, mais les populations, eux, ne semblent pas être informées ou consultées par rapport à votre traité. Qu'est-ce que vous dites quelles sont vos impressions? Parce qu'ils ne semblent même pas être au courant de cette conférence de presse qui a lieu ici à Ottawa avec le ministre Miller. Oui, bien, après 40 ans de travail, d'efforts et d'espoir, effectivement, ça a été la menace qu'on a partagée depuis déjà un bon moment là, aux différents intervenants du Québec et du Canada, c'est que nos gens ont perdu confiance. Nos gens là, ont perdu l'espoir, effectivement, que concrètement, on va reconnaître nos droits, on va compenser nos Premières Nations pour les dommages passés, mais surtout, c'est qu'on va avoir des leviers pour assurer notre développement là, sur le plan socio-économique, prendre en charge nos propres responsabilités, avoir la capacité de développer nos propres lois dans nos champs de compétences qui sont importants pour nous. Effectivement, là, on a cette lecture-là aussi, malgré là, les efforts qu'on met de l'avant pour les tenir au courant sur l'évolution du traité. Les gens ont hâte, je vous dirais, d'avoir accès aux différents textes du traité. Hein, pouvoir là, à se faire une tête là, individuellement. C'est ce qu'on envisage de faire là, au cours des prochains mois, des prochaines semaines, dans la mesure où le Québec là, également se joint à l'aventure, puis qu'effectivement, là, il honore son engagement de travailler fort pour conduire d'un traité honorable. Mais pour nous, c'est clair qu'avec les informations dont on dispose, on va s'assurer là, à partir d'un exercice de vulgarisation, allez partager là, ce que nous avons convenu avec le Québec et le fédéral pour un peu là, présenter tout ça à notre population en lien, bien sûr, avec les objectifs et les principes qui nous ont toujours guidés. Là, okay? La population, à certains moments donnés, ont été impliquées dans différentes consultations pour donner le mandat là, aux politiques locales de négocier en fonction de certaines balises. Et nous, on va les rendre compte de cet exercice-là en fonction de ces principes-là. Donc, ça, c'est un processus-là que nous allons éventuellement amener. Mais je vous avouerai qu'effectivement, là, il y a assurément là, il y a eu une remise en question là, du processus de négociation. Puis je les comprends, après 40 ans d'efforts, là, je pense que c'était tout à fait là, normal. Un suivi. Juste pour renchérir un petit peu sur le fait des communications à nos populations, nous, à SCPIT, là, on s'est doté d'outils, un groupe Facebook. Peter Pan également diffuse beaucoup d'informations sur le groupe Facebook. On fait des assemblées publiques régulièrement à laquelle on discute de la négociation. Nos gens, nos membres à SCPIT sont au courant de la négociation là, assez fréquemment. L'information se rend à eux autres régulièrement. Le défi qu'on a actuellement, c'est qu'il faut rejoindre des nouveaux membres. Des membres qui viennent d'arriver. Quand le fédéral a enlevé le sexisme de la loi sur les Indiens, ça a fait en sorte que le membership a explosé.
Fait que là, le défi qu'on a, c'est de rejoindre ces gens-là et de les éduquer parce qu'eux, ils partent de zéro. Mais les autres, écoute, on fait des dîners, causeries. Je pense que l'information se rend assez facilement là, au niveau de notre population. Mettons qu'on fait un vox pop dans votre communauté, puis on se rend à la station de gaz de votre communauté, les gens seraient capables de nous répondre à savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord envers le traité? Ils seraient-ils capables de nous répondre? Pas aujourd'hui, parce qu'il y a tellement d'éléments là, qui ne connaissent pas et qui ont changé depuis les dernières années. Là. Les 2 dernières années ont été très productives. Là. Je tiens à féliciter la gang là, de négociation autant du fédéral que de Pétapan. Là, il faut retourner là, la population avec les textes, puis lui expliquer. Puis la décision va revenir à eux autres là, lors d'un référendum là, qui aura lieu, disons les quoi, là, on parle de 3 ans environ. Là. Si ça va bien avec le Québec, bien sûr. On a notre question. Oh, pardon. OK. De notre côté, du côté de Natacha, la langue, c'était vraiment important, nous autres, la langue Innu. C'est la langue première. C'est là, nous autres, du côté... ça, il faut traduire quasiment le traité qu'on va avoir. Là. On va donner, mais peut-être, Innu-Yamun, comparé avec Issipit puis Mastaviache, là. Du côté de Natacha, c'est la langue maternelle et la langue Innu. C'était vraiment important pour l'informer nos membres de la communauté. Oui, nous avons noté oui, l'équipe était en train d'être en place. Maintenant, les équipes, nos de communication, des plans, voilà, nos tours, j'avais tout autant, non? Les informer, puis les discussions, j'ai trouvé, ma moitié, il y a mis, On a une autre question sur Zoom à Camille Lacroix. Je pense à Radio-Canada. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Oui, Camille Lacroix pour Radio-Canada. Vous l'avez un peu abordé, l'échéancier, notamment avec les consultations. Mais est-ce qu'on peut préciser davantage, là, notamment pour le référendum? Est-ce que ça se fait au cours de cette semaine, la semaine prochaine? Et peut-être en sous-question, déjà, si vous voulez l'aborder, est-ce qu'il y a une autre date butoir pour Québec? OK, je pourrais tenter quelques réponses. Présentement, non, on n'a pas de date butoir pour le Québec là, à ce moment-ci. Ce qu'on souhaite, c'est avoir un dialogue là, constructif avec le premier ministre pour s'entendre sur un horizon. Donc, c'est notre objectif. Maintenant, par rapport au processus, OK, pour nous, présentement, on a une entente entre négociateurs, le Québec, le fédéral et nos Premières Nations. OK, donc ça, c'est une première démarche. Ce qu'on souhaite, c'est qu'également notre négociateur s'entende, bien sûr, avec le Québec pour avoir éventuellement un projet de texte, de traité dans son ensemble. Un coup, ce résultat établi, nous, politiquement, bien entendu, après une période d'information à notre population qui va durer probablement quelques semaines, sinon quelques mois. Nous, on va, après ça, à la lumière de ces discussions-là qu'on aura avec notre population, on pourrait, par la suite, autoriser notre négociateur à paraffer cette entente-là qui est sur la table. Après ça, on va s'enclencher un processus formel de référendum. Donc, on est là peut-être sur un horizon de 18 à 24 à 36 mois, effectivement, avant la tenue d'un référendum. Pendant cette période, ça permet bien entendu aux différents gouvernements d'honorer leur engagement à l'égard des tiers, à l'égard des autres Premières Nations qui pourraient être aussi avoir des intérêts par rapport aux territoires touchés par l'éventuel projet de traité. Donc aujourd'hui, puis la semaine prochaine ou dans le prochain mois, on ne signera pas de traité. Hein? Donc c'est clair, on va être en processus d'information avec notre population. Ça va nous permettre d'avoir des discussions avec elle, de présenter un peu ce qu'il y a sur la table et d'éventuellement, ensemble, de voir si effectivement nos Premières Nations sont relativement à l'aise à ce qu'on présente ça en référendum pour qu'on puisse par la suite procéder à son adoption. Un suivi, Merci. Camille? Non, ça va, merci beaucoup.
Y a-t-il une autre question? Oui, on attend pour un suivi. Donc. Oui, donc en fait, depuis le début, quand on parle de Pétapan, quand on parle de relations avec le Québec, vous dites souvent que vous avez des bonnes relations avec le ministre Lafrenière, que ça se passe assez bien, il y a une ouverture et tout. Mais là, dans les derniers mois, dans les dernières semaines, vous parlez de silence radio avec le Québec, et là, c'est un peu à la fin là, du processus de négociation avant de signer une entente. Est-ce que, si on lit entre les lignes, là, est-ce que c'est avec les ministres que ça bug? Est-ce que c'est avec certains autres ministres? C'est aussi la lecture que nous avons établie. Okay? On s'est mobilisé quand même là, pour tenter de rencontrer là, plusieurs députés, plusieurs ministres également, pour effectivement là, leur permettre d'avoir une meilleure connaissance de nos enjeux et l'avantage éventuellement de faire atterrir un projet de traité là, dans nos régions. Mais il faut croire qu'il y a probablement certains acteurs politiques qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer puis qui ont des questions là, peut-être plus particulières, qui nécessitent bien sûr là, certaines réponses précises là, pour leur donner un niveau de certitude. Mais moi, je pense qu'à ce moment-ci, ils ont eu amplement le temps de faire le tour de la question et de pouvoir, bien entendu, là, s'activer et de pouvoir nous faire les offres nécessaires là, pour reprendre le travail au niveau de la table de négociation pour enfin conclure là, réellement là, un traité là, qui va comprendre aussi là, le Québec. Donc, un peu comme ce que M. Miller disait tout à l'heure, rendu là, c'est des questions qui sont un petit peu plus personnelles. Ça ne serait pas des enjeux, ça serait des ministres ou des personnes responsables de certaines régions qui ont un problème avec ce qu'il y a dans l'entente. Bien, c'est une hypothèse qu'on n'écarte pas à ce moment-ci. Il faudra peut-être l'adresser là, judicieusement au gouvernement du Québec pour un peu comprendre effectivement là, ce qui pousse là, à Québec à vouloir avoir besoin de temps pour absorber le traité, parce qu'on estime que nous, rendus, on est au bout du processus, on ne pense pas qu'il y a un enjeu névralgique sur la discussion entourant ce qu'on pourrait appeler là, le deal économique et sur la question du financement, qui sont beaucoup paramétrés et convenus là, dans l'entente de principe. Donc, les grands débats ont été faits là, à ce niveau-là. Donc, on cherche à comprendre, puis on va souhaiter là, que le message se rend là, au gouvernement du Québec, particulièrement M. Legault, pour effectivement là, répondre présent pour la suite des choses. C'est tout le temps que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup de notre invité.